Le film commence en 1994 à Long Beach, en Californie, où une femme nommée Erin Gruwell est désignée pour enseigner l'anglais à des élèves à risque à l'école secondaire Woodrow Wilson. Malgré sa renommée passée, les normes de l'école ont diminué en raison de l'intégration volontaire imposée. De plus, les tensions raciales se sont intensifiées depuis les émeutes de Los Angeles 2 ans plus tôt. Le premier jour, Erin, très enthousiaste à l'idée d'enseigner, s'habille en rouge et part pour l'école. Elle entre dans la salle de classe et attend que les élèves arrivent. Peu après, ils entrent dans la classe mais engagent leur propre discussion, ignorant le fait qu'il y a une enseignante à côté d'eux. Erin tente de commencer le cours, mais les élèves ne sont pas prêts à écouter. Peu de temps après, deux garçons de la classe se disputent, ce qui escalade rapidement. Lorsque Erin n'arrive pas à les contrôler, elle sort et demande de l'aide pour les séparer. Pendant la pause déjeuner, elle remarque que l'école est divisée en plusieurs groupes basés sur leur tribu, et chaque groupe est le rival de l'autre. Malgré cela, Erin tente d'instiller le respect, mais il l'ignore et continue d'être perturbateur en classe. Quelques jours plus tard, une élève hispanique nommée Eva Benitez laisse entrer son petit ami, Paco, dans l'école avec ses compagnons de gang. Peu après, la cloche d'alarme retentit, incitant plusieurs élèves à se précipiter dehors et à se battre sur le terrain de l'école. La situation devient finalement intense, tandis que Erin assiste à tout cela, se sentant impuissante. Ce soir-là, elle rentre chez elle contrariée et confie tout à son mari, Scott. Elle espère que son père ne regarde pas les informations, car il est déjà opposé à sa décision d'enseigner aux élèves à risque. Une nuit, Eva entre dans une supérette pendant que Paco et deux autres amis restent dans la voiture. En même temps, la camarade de classe et rivale d'Eva, Cindy Ngor, une réfugiée cambodgienne, entre dans le même magasin avec ses deux amis. À l'intérieur, un étudiant afro-américain nommé Grand Rhys, qui joue à un jeu d'arcade, s'énerve après avoir perdu et demande un remboursement au propriétaire du magasin. Cela exaspère le propriétaire, qui lui ordonne de quitter le magasin. Alors que Grand sort en trombe, Paco le menace avec une arme à feu, ayant l'intention de le tuer en représailles pour avoir perdu un combat contre lui plus tôt. Il tire, mais rate et tue accidentellement l'un des amis de Cindy. Grand s'enfuit, mais il est ensuite arrêté pour l'homicide. À la suite de cela, Eva, témoin oculaire, doit témoigner au tribunal. Pour protéger son propre groupe et son petit ami, elle accuse Grand, l'identifiant comme le tireur. Le lendemain à l'école, un élève nommé Tito dessine une caricature raciste et la passe parmi ses amis pour se moquer d'un camarade de classe nommé Jamal. Lorsque Erin remarque cela, elle utilise le dessin pour leur enseigner l'Holocauste. Cependant, aucun des élèves ne semble savoir ce qu'est l'Holocauste. Au milieu de leur discussion, Eva exprime sa haine envers les Blancs parce qu'ils n'ont aucun respect pour leur mode de vie, et ils veulent seulement du respect comme s'ils le méritaient gratuitement. Erin réplique, soulignant qu'il faut donner du respect avant de s'attendre à en recevoir en retour. Cependant, Eva affirme que les Blancs peuvent tout faire pour leur fierté. Elle révèle avoir vu les policiers blancs tirer dans le dos de son ami simplement parce qu'il mettait la main dans sa poche. Elle affirme également avoir vu les agents blancs entrer par effraction chez elle et emmener son père sans raison. Un autre élève nommé Marcus ajoute qu'ils sont prêts à mourir pour protéger leur propre tribu, car ils peuvent au moins mourir avec respect. Après avoir entendu tout cela, Erin dissipe leurs idées fausses, mettant en évidence la réalité qu'après leur mort, ils seront simplement enterrés dans le sol et seront oubliés. Peu après la classe, Erin s'approche du chef de département, Margaret Campbell, et demande de fournir aux élèves des livres auxquels ils peuvent s'identifier. Cependant, la responsable refuse, sachant qu'ils endommageront seulement les livres et les perdront. De plus, l'école n'a pas le budget pour acheter de nouveaux livres chaque semestre. À la place, elle dit à Erin de se concentrer sur le renseignement de la discipline et de l'obéissance. Incapable de la persuader, Erin va parler à un autre membre du personnel nommé Brian. À sa grande déception, il est également d'accord avec la responsable et croit que l'intégration est un mensonge. Il affirme que ceux qui veulent étudier ne devraient pas souffrir à cause de ceux qui ne veulent pas ou ne devraient pas étudier ici. Malgré ce revers, Erin promet de réformer ses élèves. Pour ce faire, elle les fait jouer à un jeu appelé le jeu de la ligne, où elle pose quelques questions, leur demandant de s'approcher de la ligne s'ils ont déjà été dans une telle situation. Elle commence par des questions simples telles que combien d'entre vous aiment l'album de Snoop Dogg, et ainsi de suite. À un moment donné, elle pose une question sérieuse. Combien d'entre vous ont perdu des amis à cause de combats entre tribus? En réponse, tous les élèves s'approchent de la ligne, réalisant ce qu'ils font. En plus de ce jeu, elle leur fournit également des cahiers, leur demandant d'écrire tout ce qu'ils veulent exprimer. Après les cours, Erin parcourt les cahiers de chacun, où ils ont écrit sur leurs comptes poignants du passé, d'expulsion, d'abus et de la perte de leurs proches. Ces révélations la font se sentir vraiment mal et, en conséquence,
Elle a l'intention de prendre les choses en main. Eurin décide alors de prendre 2 emplois à temps partiel, l'un en tant que concierge d'hôtel et l'autre en tant que responsable de magasin, afin de payer plus de livres et d'activités parascolaires pour les élèves. Elle fait également appel au Dr Cohn, directeur de l'école, pour persuader Margaret de lui donner une chance. Au fil des jours, Eurin commence à passer beaucoup plus de temps à l'école, au grand désarroi de son mari. Il lui dit qu'il est contrarié parce qu'elle ne l'a même pas consulté au sujet de ses nouveaux emplois, et qu'il ne comprend pas son intention. Travailler à temps partiel pour payer un autre emploi. Cependant, elle promet que c'est temporaire et qu'elle reviendra à sa vie normale une fois que les notes de ses élèves se seront améliorées. Un jour, Eurin parvient à obtenir la permission d'emmener les élèves en excursion au musée de la tolérance. Là-bas, ils en apprennent davantage sur l'histoire de l'Holocauste, ainsi que sur des problèmes tels que l'intimidation et les crimes haineux. Après une journée entière d'exploration, Eurin les emmène tous au restaurant où elle travaille pour dîner. Là, elle semble avoir invité plusieurs survivants juifs de l'Holocauste pour parler avec les élèves de leurs expériences tragiques passées. Tous ces efforts commencent finalement à changer la mentalité des élèves. Ils commencent à réaliser que d'être rivaux les uns contre les autres, simplement en fonction de la couleur, ne devrait pas être une raison pour interdire leurs amitiés les uns avec les autres. Pendant ce temps, ces méthodes d'enseignement uniques sont méprisées par ses collègues de faculté ainsi que par la responsable du département. La nouvelle année scolaire commence, et Eurin enseigne à la même classe, faisant de cette deuxième année où elle est leur enseignante. Le premier jour, elle fait proposer à sa classe un toast for change, permettant à chacun de s'ouvrir sur ses luttes et ce qu'il souhaite changer chez lui. Cela permet à tous de connaître les problèmes de la vie des autres, renforçant les liens entre les élèves et renforçant leurs amitiés. Dans les jours qui suivent, Eurin leur fournit un livre sur Anne Frank, espérant qu'ils pourront tous y identifier. Alors que les élèves commencent à le lire, ils apprennent qu'Anne était une jeune fille juive née en Allemagne, qui tenait un journal dans lequel elle décrivait sa vie en cachette sous la persécution nazie. Les élèves découvrent également une femme nommée Miepji, qui a fait un travail courageux en aidant Anne Frank, sa famille et quelques autres juifs nés néerlandais à se cacher des nazis pendant la guerre. Sachant que Miepji est toujours en vie, les élèves demandent à Eurin de l'amener dans leur école et de partager son histoire avec eux. Eurin hésite, car Miepji est maintenant une femme âgée et aussi parce que la ramener aux États-Unis serait très coûteux. Cependant, les élèves insistent pour le faire et promettent même de lever des fonds pour cela. À partir du lendemain, tous les élèves organisent diverses activités de collecte de fonds telles que des stands alimentaires sur la plage, des programmes de danse et d'autres événements divertissants. Avec tous leurs efforts collectifs, ils parviennent à réunir les fonds nécessaires en quelques jours. Au milieu de cela, Eurin fait de son mieux pour joindre Miepji et parvient à l'inviter en tant qu'invité d'honneur. Le jour tant attendu arrive et Miepji honore enfin l'école de sa présence, apportant une immense joie aux élèves. Marcus l'escorte jusqu'à la salle où les élèves se rassemblent pour entendre ses expériences de guerre. Elle raconte avoir fait face aux nazis avec courage, même confrontée à un pistolet sur sa tête à un moment donné. Marcus, ému par son histoire, se lève et lui dit qu'elle est son héroïne. Cependant, elle rejette humblement le titre, insistant sur le fait qu'elle faisait simplement ce qui était juste. Miep persuade également les élèves qu'ils sont tous des héros et qu'avec leurs petites actions, ils peuvent allumer une petite lumière dans une pièce sombre. Inspiré par les événements, Marcus décide de se réconcilier avec son passé. Il est révélé qu'il avait abandonné sa mère pour rejoindre un gang violent. Maintenant qu'il a réalisé son erreur, il rentre chez lui et s'excuse auprès de sa mère, exprimant son souhait de changer une fois pour toutes. D'un autre côté, le procès de Grand approche et la mère d'Eva lui demande si elle sait quoi dire au tribunal. À ce moment-là, Eva est confrontée à un dilemme moral. Faire ce qui est juste ou protéger sa tribu en fournissant un faux témoignage. Finalement, lors du procès, elle finit par écouter son cœur et choque tout le tribunal en révélant que Paco est celui qui a tué l'ami de Cindy, et non Grand. Avec ce témoignage, l'innocent est épargné tandis que Paco est condamné. Cependant, les actions d'Eva ont évidemment des conséquences. Le lendemain même, elle est attaquée par les membres de sa tribu, qui la menacent, mais elle est finalement épargnée en raison de la contribution de son père à la tribu. À la suite de cet événement, Eva déménage chez sa tante pour des raisons de sécurité. Dans la scène suivante, Eurin rentre chez elle pour découvrir que Scott a fait ses bagages pour partir. En consacrant tout son temps aux étudiants, elle semble avoir laissé sa vie personnelle derrière elle. Scott pense que ce qu'elle fait est une œuvre noble, mais il exprime aussi qu'il se sent seul. En résultat, il lui fait ses adieux définitifs et part, la laissant dévastée. De retour à l'école, Eurin informe ses étudiants qu'ils seront bientôt promus en classe supérieure. Il demande si elle sera leur enseignante, à quoi elle répond par la négative. Elle leur dit qu'elle n'est pas autorisée à prendre les classes juniors selon les règles de l'école.
Entendant cela, les étudiants protestent, exigeant qu'ils aient besoin d'aide. Sur leur demande, Eurin a une réunion avec la responsable du département, la directrice et le docteur Cone. Cependant, Margaret est totalement contre l'idée. Elle affirme qu'il y a des enseignants plus expérimentés pour cela et qu'ils ne peuvent pas simplement manquer de respect à ces enseignants en remplaçant Eurin, qui enseigne depuis seulement 2 ans. Avec cette tentative échouée, Eurin retourne en classe et partage la décision de l'école, qui est clairement inacceptable pour les étudiants. Malgré cela, elle leur rappelle leur potentiel et les encourage à faire de leur mieux. À la suite de cela, Eurin assigne aux étudiants leur projet final, écrire leurs journaux intimes sous forme de livres, tout comme Anne Frank. Eurin croit que les étudiants ne sont plus simplement des enfants en classe. Au lieu de cela, ce sont des écrivains avec leur propre voix et histoire. Selon Eurin, même si personne ne le lit, le livre sera quelque chose à laisser derrière soi. Plus tard, Eurin compile toutes les entrées et nomme le livre le Journal des écrivains de la liberté. Le lendemain, elle est convoquée pour une autre réunion au bureau de l'éducation. À la fin de la réunion, le président lui permet d'enseigner non seulement à leurs élèves de 2e année, mais aussi à leurs élèves de 3e année. Eurin se rend immédiatement chez ses étudiants et partage cette bonne nouvelle, suscitant leur joie. Le film se termine sur une note indiquant qu'Eurin a réussi à préparer de nombreux étudiants du secondaire à obtenir leur diplôme et à fréquenter l'université.